Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que pour se positionner sur ChatGPT ou Perplexity, il suffit de publier du contenu bien structuré, d'ajouter des schémas, d'être clair et d'attendre. En réalité, tout ça, ça ne touche qu'une seule couche du problème. En fouillant le web, j'ai trouvé un papier de recherche qui explique en détail comment se positionner avec 4 couches très claires sur ce que tu dois faire aux différentes étapes. Et ces 4 couches vont te permettre de savoir s'il y a va connaître, citer, préférer, récupérer et raisonner avec ta marque. Et sans connaître ces 4 couches, tu auras beau essayer de tout bien faire en SEO et GEO, tu resteras invisible. Le SEO, comme tu le connais, c'est Google qui te donne une liste de liens. Maintenant, les modèles vont synthétiser cette information. La question, c'est plus seulement est-ce que je me positionne, est-ce que je rank. La question, ça va être est-ce que l'IA me connaît, est-ce qu'elle me juge crédible, est-ce qu'elle récupère mes informations et est-ce qu'elle m'utilise dans son raisonnement. C'est ça, maintenant, le GEO. C'est globalement le passage d'une logique de positionnement, d'indexation à une logique de représentation. En SEO classique, tu vas chercher à optimiser une page pour ton moteur de recherche, comme Google. En visibilité IA, tu vas essayer d'optimiser l'existence informationnelle de ton entité pour les différentes couches du système, pour être positionné, présenté, cité, lorsque les gens vont chercher une information en particulier sur un sujet qui est pertinent pour ton entreprise. Et avec cette IA, on passe d'une logique de classement de résultats à une logique de transformation d'informations. Et ce qui fait que si le modèle ne te connaît pas avant même la requête, avoir du bon contenu seul ne te sauvera pas. Ce papier, c'est The Four Layer AI Visibility Framework, le framework de visibilité IA à 4 couches en anglais qui est de Exista Research Division, qui a été publié cette année en février, en 2026. Et l'idée, c'est justement d'avoir ces 4 couches qu'on va creuser et voir ensemble aujourd'hui. Donc, clairement, reste sur cette vidéo, abonne-toi, ça soutient mon travail, et je vais te montrer tout ça en détail. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il va séparer justement les mécaniques des différentes couches, plutôt que de voir le géo comme une nouvelle entité complète. Ça nous permet d'avoir un peu plus de granularité, de finesse, pour justement intervenir dans ce processus-là. Mais c'est quoi ces 4 couches ? Tu peux voir ces 4 couches comme 4 grandes questions. La première couche, ça va être est-ce que le modèle m'a appris pendant son entraînement ? Donc là, ça se passe bien avant la recherche, bien avant l'interaction avec l'utilisateur, c'est au tout début. Pendant l'entraînement, la couche 1, c'est l'encodage, c'est est-ce que tu es présent dans le corpus d'entraînement, de pré-entraînement. La deuxième couche, ça va être est-ce qu'il a été aligné pour préférer des sources qui me correspondent, qui me ressemblent. Et là, dans ce cas-là, c'est un alignement post-entraînement avec justement les différents contenus qui vont être privilégiés ou invisibilisés. Troisième couche, ça va être la récupération. Là, ça se passe au moment de la requête, en temps réel. Et c'est donc, est-ce qu'il récupère mon contenu au moment de répondre ? Ça, c'est la troisième couche. Et la dernière couche, raisonnement, c'est est-ce que mon contenu l'aide à raisonner ? Est-ce que le contenu est utilisé comme base pour qu'il construise sa réflexion ? Ça, c'est les grandes lignes des 4 couches du modèle que je te présente aujourd'hui, issu de ce papier de recherche. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la visibilité IA, c'est plus un canal, c'est vraiment plus une chaîne de transformation de l'information, de j'ai du contenu sur mon site potentiellement, ou à différents endroits sur le web, et par les différentes étapes de ces couches-là, arrive à façonner la façon dont l'IA va construire sa réponse et privilégier ma marque pour que les visiteurs, les utilisateurs aient envie de découvrir et acheter mes produits. Maintenant, on va regarder en détail les 4 couches. La première couche, c'est la couche d'encodage. L'idée ici, c'est que avant que le modèle puisse te citer, il faut qu'il t'ait vu exister, il faut qu'il te connaisse. Il faut que tu existes dans le corpus d'entraînement. Autrement, juste vu que le principe d'une IA, c'est qu'elle est entraînée sur des informations, sur de la donnée, si tu n'es pas présent sur ces données-là, tu vas pas pouvoir être mis en avant parce que juste, tu n'existeras pas. Et ça va être basé sur la fréquence de mention, la cohérence du nom, la présence dans des sources fortes, la relation avec d'autres entités reconnues. Et ce que ça donne concrètement au terme business, c'est que si ta marque est peu présente dans l'écosystème, tu as moins de chances d'être reconnu et connu sans cette recherche a posteriori, donc la couche 3 dont on parlait tout à l'heure. Tu as plus de risques d'être mal décrit parce qu'il n'y a pas assez d'informations cohérentes et redondantes pour présenter ta marque. Tu as plus de risques d'être confondu. Si tu as un nom trop banal ou un nom commun ou autre qui ne soit pas distinctif, peut-être que l'IA n'arrivera pas à t'identifier ou à identifier ces mentions aux différents endroits que tu vas pouvoir avoir. Et tu auras une moins bonne densité sémantique, ça veut dire que tu apparaîtras moins, mais tu sais à quel point la sémantique est super important, à la fois en SEO
comme en géo si tu suis cette chaîne depuis un petit moment. Et si tu veux optimiser tes contenus, tu as Serpentix avec un lien qui double tes crédits gratuits juste en dessous de la vidéo. Et pour te donner un exemple concret, tu vas avoir une startup inconnue qui essaie de se battre contre un Stripe, un HubSpot, un SEMrush. Tu n'as aucune chance d'être visible par rapport à ça, ou en tout cas pas facilement. Une marque citée dans Wikipédia, dans Crunchbase, dans GitHub, dans des médias, dans des podcasts, dans des études, aura beaucoup plus de poids que quelqu'un qui ne le serait pas. Une marque dont le nom varie selon les pages se tire une énorme balle dans le pied parce que juste il n'y a pas de cohérence. Et donc, quelle marque citer? Si elle hésite, un peu comme quand je te le disais pour du SEO, s'il y a de la confusion, t'es pas choisi. Et ce que tu veux vraiment, c'est travailler sur des citations avec une entité claire, des nomenclatures qui vont être stables, des citations tierces, des présences dans des bases de référence. Tu vas vouloir avoir un contenu qui est repris et mentionné ailleurs, qui montre la qualité. Ça, tu peux le voir un petit peu comme les fameux backlinks. Tu vas vouloir une documentation produit qui est exploitable. Ça, c'est chouette pour tes clients, mais ça va être aussi super important pour que l'IA puisse comprendre le contexte de ton produit et potentiellement aider les gens à répondre à des questions à ce sujet-là. Et des profils clairs sur les fondateurs, sur l'équipe, sur l'entreprise qui sont bien reliés entre eux. La couche 2 maintenant, ça va être après l'entraînement. Juste après, même si le modèle te connaît, il peut avoir appris à préférer d'autres types de sources, d'autres styles de formulation, d'autres marques peut-être même. Et c'est là que après l'entraînement brut, les modèles sont alignés. Ils vont être orientés pour répondre d'une certaine façon aux différents sujets. Ils apprennent ce qui est la bonne réponse pour un sujet en particulier en utilisant des sources vérifiables, un style clair, des faits chiffrés, des formulations qui sont rassurantes, des entités déjà reconnues, des structures argumentatives qui vont être propres. Et tous ces éléments-là, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur la chaîne, sur un autre papier de recherche justement qui montrait des changements que tu pouvais faire sur ton contenu, par exemple les faits chiffrés, les sources fiables, qui allaient favoriser ton contenu pour les IA. Et ce qui ressort et intéressant par rapport à ça, c'est que deux contenus qui peuvent dire exactement la même chose, celui qui ressemble davantage à une réponse qui va être safe, propre, citable, structurée, sera celle qui sera mécaniquement avantagée parce qu'elle est plus facile à traiter et elle fait prendre moins de risques dans la réponse. Parce que l'objectif, c'est de répondre de façon précise et efficace et fiable aux questions des utilisateurs pour éviter, un, des problèmes légaux pour l'entité IA qui va répondre, et deux, satisfaire l'utilisateur. Donc, tu veux être la solution, le contenu qui match le plus avec ces critères-là. Et ce qui donne cette couche-là, la couche numéro 2, sur les préférences, un favoritisme pour les pages avec des preuves, les chiffres, les benchmarks, les citations, les formulations prudentes mais précises, les pages qui sonnent comme crédibles. Bref, est-ce que tu préférerais ton contenu à un autre? Si la réponse est oui, peut-être que dans la bonne voie. Si la réponse est non, tu as clairement des choses à retravailler et tu peux le faire avec Serpentix. Et tu peux même aller un peu plus loin en te disant qu'il y a une partie de l'étude qui parle d'un biais dialectal qui va justement montrer que, en fonction de la typologie de langue qui est utilisée, il y en a une qui est interprétée comme l'IA comme plus fiable. Et ça va du coup pénaliser l'Amérique latine, par exemple, au profit de l'Espagne, plutôt péninsulaire, où tu vas avoir justement moins de visibilité pour des contenus d'entités Amérique latine, contrairement à ceux d'Espagne, sur cette langue-là en particulier. Et ils ont fait justement l'étude de 156 requêtes pour l'espagnol Rio Platense. Vous excuserez mon accent parce que je ne parle pas espagnol. Cette différence de formulation vont faire que l'espagnol neutre est beaucoup plus favorisé au détriment d'un dialecte, d'une langue plus spécifique, d'une langue plus précise, d'une région qui va être du coup moins représentée et donc moins trustée, avec lequel l'IA va faire moins confiance. Et ce biais va venir du fait que les entraînements sont quand même majoritairement faits sur des données qui vont être anglophones, et donc ces infos sont moins représentées. Si tu es dans des données anglophones, potentiellement que c'est là où la confiance est a priori maximale, alors que si tu es sur un dialecte, c'est plus rare et donc plus dangereux pour l'IA de le citer. Et tu peux imaginer deux versions. D'un côté, une version floue marketing pour une page, et de l'autre, une version nette avec des chiffres, des méthodes, des sources, des définitions. L'IA, naturellement, va choisir la seconde. Elle est plus crédible, elle est plus fiable, elle est, a priori, dans sa structuration, plus alignée avec ce qu'elle a envie de proposer. Et donc, d'utiliser dans ses sources, de les synthétiser, et donc d'avoir cette information-là qui ressort dans ses réponses. Retravailler, transformer, comme je te disais juste avant. Et quelle que soit l'IA que tu utilises, Claude, Gemini, ChatGPT, de leur façon à chacune, elles vont avoir la possibilité de restreindre les données qu'elles vont utiliser
Claude propose un outil qui permet de donner accès à du web en temps réel avec des citations intégrées. Gemini peut être restreint sur Google pour s'appuyer sur des informations fraîches et sourcées. ChatGPT va, avec son Deep Search, va aller chercher sur des sites dont il a confiance, des apps connectées, qui va renforcer encore l'importance des sources perçues comme fiables. Donc c'est un peu ce cercle à la fois vertueux ou vicieux en fonction de là où tu te trouves, de si elle te considère comme fiable, tu es présent et potentiellement tu es encore même plus utilisé dans la couche 1 d'entraînement, et si tu ne l'es pas, ben, tu es évincé progressivement et tu n'existes plus. La couche 3, ça va être la récupération. Là, on a entraîné, on a orienté, maintenant on va sur le temps réel. Je suis en train de faire une recherche, il faut qu'il trouve des sources. C'est la couche que la plupart des gens appellent pour l'instant GEO, AEO, AIEO, enfin bref, tu mets l'acronyme que tu veux, mais c'est qu'une seule des couches parmi les 4. Et c'est ça qui est intéressant dans ce papier de recherche, c'est qu'il donne un peu plus de latitude pour te positionner sur justement ce qui est important aux différentes étapes. Et c'est là où le système cherche des informations externes. Ton index, ton positionnement, ranking, ta sélection de passage, la citation, la fraîcheur, la pertinence, c'est là que ça intervient. Et c'est clairement la couche la plus visible, donc tout le monde se focalise là-dessus, mais c'est pour ça qu'elle est surestimée. Elle est très importante, parce que c'est une des 4 couches, mais c'est pas la seule. Et tu vas avoir un comportement qui est différent par plateforme. Sur Perplexity, tu vas avoir une logique qui est très clairement orientée Search Native. Elle cherche pour avoir ses réponses. Cette récupération, elle est extrêmement centrale pour Perplexity. Sur la partie Claude, le web search et le raisonnement avec la recherche, il intervient moins fréquemment. C'est moins la priorité. C'est propulsé par Brave et tu vas avoir un taux de chevauchement qui est assez fort avec les résultats organiques. Elle favorise les graphes de liens indépendants. Là où ChatGPT, elle est plus propulsée par Bing. Bon, ça varie en fonction des moments, mais dans le moment de la recherche, c'était le cas. Ils ont ouvert, a priori, à Google, mais ils coexistent avec les deux. Et tu as un taux de chevauchement de 27%. J'avais fait toute une étude par rapport à ça, et on arrivait à des taux qui étaient assez similaires. Et dans ce cas-là, il y en a des contenus qui vont être assez longs, originaux, sourcés, qui vont justement avoir des contenus qui sont denses et qualitatifs. Pour Gemini, ça a un fort lien avec l'écosystème Google, sans surprise. Le EAT a un impact énorme et l'écosystème avec les vidéos, les YouTube, les transcriptions, les éléments qui sont positionnés sur Google ont un impact très fort pour justement te positionner dans les résultats sur Gemini, sur cette partie recherche. Donc cette recherche, ce qui est chouette, c'est comme je te disais, là, il proposait Bing pour chat, mais maintenant il y a aussi Google. En fait, ça te permet d'avoir une visibilité sur les grandes lignes, les grandes directions que suivent chacun des modèles. Mais comme on le sait, ça bouge super vite. Donc, c'est pas forcément à prendre comme argent comptant aujourd'hui, parce que ça peut évoluer au fil des semaines, au fil des jours, peut-être même parfois. Mais ce qui est intéressant sur ce layer 3, sur cette couche numéro 3, c'est que tu dois garder en tête l'importance de l'indexation de tes pages, l'indexabilité de tes pages, la structure de tes pages, parce qu'il va falloir qu'elles se positionnent en SEO, qu'ils la récupèrent et qu'ils l'analysent, la réponse explicite aux questions que les gens vont se poser, donc il faut que tu fasses ce travail de recherche. Et tu as une de GEO pour ça qui transforme tes requêtes SEO en GEO facilement. Tu vas avoir des passages qui doivent être autoportants, donc ça veut dire qu'ils s'autosuffisent à eux-mêmes et qu'ils puissent potentiellement être cités en tant que tels sans avoir besoin d'énormément de contexte autour. Des mises à jour régulières de ton contenu, des titres qui soient clairs pour que la structure de ta page soit claire, un peu comme si tu lisais le résumé d'un site internet, un comparatif qui soit lisible, des pages qui peuvent être citées sans contexte additionnel, bref, du contenu qui apporte vraiment quelque chose s'il est cité. Et donc là, dans cette partie-là, récupération, ton contenu idéal, il n'est pas juste pertinent, il est extractible. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec une demande, la query, qui va chercher des informations, qui va les réorganiser, qui va sélectionner des passages et qui va répondre. Et arrive la dernière étape, c'est celle qui fait le résultat, donc c'est super important, c'est cette étape de raisonnement. La question, c'est plus seulement est-ce que l'IA me trouve? La question, c'est est-ce qu'elle peut s'appuyer sur moi pour raisonner? Et donc, proposer sa réponse. Et dans ce module, dans cette partie raisonnement, tu as des contenus qui vont être plus utiles que d'autres, car ils servent de briques pour le raisonnement, pour la chaîne logique, méthodologie, causalité, données originales, comparatifs, définitions propres, études reliées, glossaires, benchmark, cas d'usage, et j'en passe. Et le contenu le plus visible demain, c'est pas juste celui qui sera le plus trouvable, ça sera celui qui sera le plus réutilisable dans un raisonnement. Et donc toi, si tu dois concrètement te positionner sur ce que tu peux créer comme contenu, ce qui va marcher le mieux pour ton entreprise, ça va être des éléments comme une étude propriétaire,
avec les données que tu peux avoir dans le cadre de ton entreprise, un benchmark, tu vas avoir un glossaire métier sérieux, tu vas avoir une documentation produit qui est claire, ça on en parlait tout à l'heure, des pages comparatives qui soient honnêtes, et ça c'est important, des cadres d'analyse, une méthodologie, des cas clients structurés, des données sourcées, bref, ces différents éléments-là. Et ça va dépendre du coup de comment les utilisateurs font la recherche. En fonction de la recherche, tu vas avoir potentiellement différentes couches qui interviennent. Peut-être que des fois, il ne va pas chercher sur Internet, peut-être qu'il n'a pas besoin de réfléchir, peut-être que la donnée est dans l'entraînement, et dans ce cas-là, en fait, même travailler sur ton SEO, tu vas avoir du mal à court terme, parce qu'il faudra qu'il y ait un réentraînement pour intervenir. Ce qui va nous intéresser ici, c'est que pour travailler ton GEO, en fait, il faut s'intéresser aux différentes couches et voir comment tu peux intervenir à chaque étape. Si tu dois retenir qu'une seule chose ici, c'est qu'il faut que tu arrêtes de créer du contenu qui se lit. Il faut que ton contenu se cite, se compare et se réutilise. Et ce qui est chouette avec ce papier, c'est qu'en fait, il explique que ces différentes couches, elles ne se superposent pas forcément, elles créent un écosystème de travail pour les réponses en GEO, pour être positionnées sur les LLM, sur les IA, tous ces éléments-là. C'est les premières couches, les 1 et 2 qu'on a vues en premier, et en fait, elles servent de base, parce que c'est à partir de là qu'il va ensuite faire sa recherche et son raisonnement. Et donc, tu peux avoir une double vision de temporalité, où tu travailles pour être présent dans les résultats sur les couches 3 et 4 à court terme, et être présent sur les couches 1 et 2 à long terme en étant intégré dans le corpus d'entraînement, de pré-entraînement pour l'IA. Et cette durée-là, tu vas l'avoir à différents endroits. En termes de mois, années, tu vas arriver sur la couche 1 d'encodage. Et ça se passe par créer des entités sur Wikidata, des relations presse digitale, de la présence durable dans des gros médias, dans des grosses sources bien crédibles, de la presse, des études académiques. Sur la couche 2, tes préférences, ça va être plutôt de l'ordre de semaines et mois, où tu vas avoir un ajustement de style éditorial, une densification des citations, un formatage de ton contenu. Et encore plus court, tu vas avoir la couche 3, qui va du coup impacter la couche 4 sur le raisonnement, comme on en parlait juste avant, en modifiant la structure de tes pages pour qu'elles soient plus facilement extractibles et en travaillant la fraîcheur de tes données pour qu'elles soient les plus claires, les plus fiables et donc utilisées au moment de la recherche en temps réel lors de la recherche de l'utilisateur. Et en fonction de là où tu interviens dans ces différentes couches, tes actions vont avoir une durée plus ou moins longue avant d'avoir les résultats. Et ce papier a encore quelques limites. Première limite, ça va être que le framework est excellent conceptuellement et je trouve qu'il est effectivement super intéressant pour bien comprendre les différentes étapes, voir là où tu peux impacter et combien de temps ça peut prendre et à quel point c'est compliqué, où est-ce que sont les leviers. Donc c'est super intéressant conceptuellement, mais c'est quand même encore assez macro. La limite numéro 2, c'est que certaines affirmations qui sont plateformes spécifiques doivent être prises avec prudence parce que ça évolue super vite, donc ça peut devenir obsolète et surtout, même si ça ne bougeait pas trop, ça reste quand même un petit peu opaque. Donc, tout ce que je te disais, ok, ça utilise tel moteur, en fait, ça change, ça évolue et du coup, même leur angle d'un modèle, d'une version à l'autre, ça peut être assez différent. Une des autres limites de ce papier, c'est qu'il parle assez peu de mesures opérationnelles. Comment on audite concrètement sa marque, quel KPI il peut suivre. Et j'ai fait plein d'autres vidéos sur la chaîne sur ces différents éléments de limite. Donc, je t'invite à aller voir les vidéos qui t'intéresseront pour améliorer ton SEO ou ton GEO et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Et la dernière limite que je vois, c'est qu'il manque une véritable priorisation pour les petites entreprises. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Et pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir justement ces différentes couches et comment tu fais pour agir sur les différentes couches en récupérant ces différents points. Et donc, ça va être, si on doit résumer dans les grandes lignes, c'est être présent sur les grosses sources qui vont être utilisées pour l'entraînement, pour que ton entité existe, couche basse, 1 et 2, et avoir un contenu qui va être structuré et fiable, bien sourcé, pour les couches 3 et potentiellement 4. Et voici un plan d'action clair sur ce que tu peux faire concrètement, étape par étape. Ça passe en 4 étapes. Première étape, ça va être clarifier ton entité. Verrouiller que ta nomenclature est stable. Donc ça veut dire que ton nom est distinctif et stable aux différents endroits, en créant des profils sur les différentes plateformes, un Wikidata, un GitHub, un Crunchbase pour l'entreprise et les fondateurs, avec un nom qui est canonique, qui est utilisé partout, qui est une description qui est stable pour expliquer ce qu'ils font, une page à propos, une page fondateur, une page produit, une cohérence entre les sites sur ces différents éléments-là, et une présence sur des sources tierces. Deuxième élément, ça va être produire des preuves. C'est d'abandonner le discours marketing. Tu veux des benchmarks, tu veux des études propriétaires, des glossaires métiers, ce qu'on disait tout à l'heure, des cas des clients, des chiffres, des méthodologies. Et tu sais aussi, là on parle de l'étape 2, mais la méthodologie va potentiellement aller travailler sur la couche 4,
où ça a orienté la réflexion du moteur, le raisonnement pour orienter aussi cette couche 4. Donc, tu vas avoir un impact avec cet élément-là sur plusieurs couches. Tu vas vouloir, à étape 3, rendre ton contenu plus extractible, faire des réponses claires, avoir des passages courts autoportants, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, qui va ne pas nécessiter 150 km ou kilos de contenu pour pouvoir avoir un sens en tant que tel. Des tableaux, des comparatifs, des FAQ, des structures fortes et surtout un contenu qui va rester frais. Et dernier élément, rendre le contenu raisonnable. Et donc, ça veut dire avoir une vraie logique, une causalité, des données originales, un framework que tu expliques et qui peut être utilisé, un comparatif explicite, des contenus réutilisables dans une réflexion complexe. Bref, le contenu n'appartient plus au site qui publie le plus, il appartient aux entités que l'IA peut encoder, préférer, récupérer et utiliser pour penser. Alors, abonne-toi, teste Serpentix et je te dis à la semaine prochaine.